Cette histoire est peut-être l'une des affaires les plus déchirantes que vous entendrez jamais. Imaginez que vous mettiez votre enfant au lit pendant des vacances en famille. Le ciel teinté des couleurs du coucher de soleil, le bruit apaisant de l'océan au loin. Vous le bordez tendrement, embrassez son front, puis sortez dîner à seulement 50 mètres de là. 1 heure plus tard, vous revenez. Et son lit est vide. Une peluche abandonnée, la fenêtre grande ouverte et plus aucune trace de votre petite fille. C'est exactement ce qui est arrivé à Kate et Jerry McCann dans la nuit du 3 mai 2007. Leur fille de 3 ans, Madeleine, a disparu de l'appartement de vacances familial situé dans le village côtier de Praia da Luz, au Portugal. Pas de vitres brisées, pas de traces d'effraction, juste le silence, la stupeur et un vide qui hante encore le monde entier. L'affaire a déclenché la plus vaste et la plus coûteuse enquête pour disparition d'enfants de toute l'histoire britannique. Elle a suscité une frénésie médiatique, mobilisé le pape, le MI5, le FBI. Des millions de personnes ont suivi chaque rebondissement. Et pourtant, à ce jour, nul ne sait avec certitude ce qui est arrivé à Madeleine McCann. Aujourd'hui, dans Crime Line, nous plongeons au cœur de ce mystère, désormais surnommé le crime du siècle. Une affaire pleine de fausses pistes, de chaos médiatique et d'une question terrifiante. Que s'est-il vraiment passé cette nuit-là? Commençons par la petite fille derrière les gros titres. Elle s'appelait Madeleine Beth McCann. Née le 12 mai 2003 à Leicester, en Angleterre, elle n'était qu'à quelques jours de fêter son 4e anniversaire lorsqu'elle a disparu. Ceux qui la connaissaient la décrivaient comme curieuse, vive et débordante d'affection. Elle avait des yeux bleu-vert, saisissants, une petite tache de rousseur sous l'œil gauche et une marque distinctive sur la pupille droite, un détail qui la rendait immédiatement reconnaissable et, tragiquement, iconique. Ses parents, Kate et Jerry, étaient tous deux médecins. Madeleine était leur premier enfant, suivi plus tard par des jumeaux, un garçon et une fille. De l'extérieur, les McCann incarnaient l'image d'une famille heureuse et cultivée. Sur les photos de vacances, on voit Madeleine souriante sous le soleil, blottie dans sa couverture rose préférée, son inséparable peluche, Cuddle Cat toujours à portée de main. Ce jouet, un petit félin doux et usé, est devenu un symbole bouleversant de la recherche désespérée qui allait suivre. Madeleine débordait de vie. Elle adorait chanter, surtout les comptines. Son rire était contagieux, son énergie sans fin. Elle s'aimait faire semblant d'être maîtresse, alignant ses peluches comme de petits élèves. Elle était douce avec ses frères et sœurs, leur proposant souvent des friandises avant d'en prendre pour elle-même. Il y avait chez elle une tendresse naturelle qui rendait son absence encore plus insoutenable, comme une lumière vive soudainement éteinte. Ce printemps 2007, Madeleine était impatiente de partir au Portugal. La plage, l'air chaud, les jeux avec d'autres enfants, tout cela avait un parfum de magie pour une fillette de son âge. Ses parents diront plus tard qu'ils ne l'avaient jamais vue aussi heureuse que dans les jours précédant sa disparition. Et puis, elle n'était plus là. 1 minute, une petite fille dormait paisiblement dans un appartement de vacances. La suivante, le vide. Une peluche oubliée. Un anniversaire qui ne serait jamais fêté. Quel genre de monde permet à une enfant comme Madeleine de disparaître ainsi, sans laisser de traces? Plongeons plus profondément dans le monde qu'elle a quitté. Les McCann n'étaient pas des parents imprudents. Ils étaient médecins, bien éduqués, rationnels et, de la vie générale, profondément dévoués à leurs enfants. Leur décision de partir en vacances à Praia da Luz, une paisible station balnéaire du sud du Portugal, venait d'un désir de repos, de familiarité et de sécurité. Avec 3 jeunes enfants, Madeleine et les jumeaux de 2 ans, Sean et Emily, ils cherchaient un endroit qui leur donnerait l'impression d'être chez eux, même loin de chez eux. Et Praia da Luz, surnommée
Little Britain, en raison de la forte présence de touristes britanniques, semblait idéal. L'anglais y était couramment parlé. Le climat était doux, la station pensée pour les familles, avec garderie sur place, club pour enfants et même des services de babysitting. Les McCann étaient accompagnés d'un groupe d'amis proches, tous professionnels de santé, en vacances ensemble, 9 adultes et 8 enfants en tout. Chaque soir, les adultes dînaient au même restaurant, le Tapas, situé à seulement 50 mètres de leurs appartements. Depuis leur table, ils affirmaient pouvoir voir les fenêtres des chambres où dormaient leurs enfants. Le plan était simple et ils s'y tenaient, manger, puis faire des rondes pour vérifier les enfants toutes les 20 à 30 minutes. Une famille avait même apporté un babyphone. Rien d'inhabituel dans ce groupe, c'était la norme. Leur appartement, le 5A, se trouvait au rez-de-chaussée, face à un petit parking. La configuration était simple, une chambre, un séjour, une terrasse. Les portes vitrées de la terrasse arrière étaient souvent laissées entr'ouvertes pour faciliter l'accès. Ce soir-là, le 3 mai 2007, rien n'avait changé. À 20h30, Kate et Jerry quittent l'appartement pour dîner. Ils laissent les portes coulissantes déverrouillées. Les enfants, Madeleine en pyjama rose et blanc, les jumeaux endormis dans leur petit lit, restent à l'intérieur, comme d'habitude. Cette décision, prise avec autant de légèreté, allait les hanter pour le reste de leur vie. Il est important de le comprendre. Les McCann ne pensaient pas être négligents. À cet instant, ils se croyaient proches, vigilants, attentifs. Mais avec le recul, leur conception de la sécurité, laisser seuls 3 enfants de moins de 4 ans, même pour de courtes périodes, est devenu l'un des aspects les plus critiqués de toute cette affaire. Et au fil de la soirée, quelque chose d'impensable allait se produire entre ces murs. Que s'est-il réellement passé dans l'appartement 5A cette nuit-là? La suite dévoile une chronologie glaçante des événements. Il était environ 20h30 lorsque Kate et Jerry McCann quittèrent leurs 3 enfants seuls dans l'appartement pour rejoindre leurs amis au restaurant Tapas. Le groupe avait instauré une routine bien rodée. Vérifier les enfants endormis toutes les 30 minutes, chacun leur tour, comme une mécanique bien huilée. À 21h05, Jerry retourna à l'appartement pour son tour de vérification. Il trouva les enfants apparemment bien. Madeleine dormait. Les jumeaux n'avaient pas bougé. Pourtant, quelque chose le troubla. La porte de la chambre, qu'il était certain d'avoir laissée entr'ouverte, était désormais grande ouverte. Il la repoussa doucement à sa position initiale, sans y penser davantage, puis retourna dîner. 25 minutes plus tard, leur ami Matthew Oldfield proposa de jeter un œil sur les enfants des McCann pendant son propre tour. Il n'entra pas complètement dans la pièce. Il se contenta d'écouter depuis le seuil. Tout semblait calme. Plus tard, il avouera qu'il ne savait même pas s'il avait réellement vu Madeleine dans son lit. Puis, à 22h, Kate décida de faire la vérification elle-même. Elle entra par la porte-fenêtre coulissante. Immédiatement, elle sentit que quelque chose n'allait pas. La porte de la chambre était de nouveau grande ouverte. Alors qu'elle s'approchait, elle se referma brutalement, comme poussée par un courant d'air. Lorsqu'elle l'ouvrit, ce qu'elle découvrit allait à jamais bouleverser sa vie. La fenêtre au-dessus du lit de Madeleine était grande ouverte. Le volet avait été relevé. Les jumeaux dormaient toujours. Mais le lit de Madeleine, vide, son doudou adoré, Cuddle Cat, reposait seul près de l'oreiller. L'enfant avait disparu. La panique s'empara d'elle. Kate courut au restaurant en criant « Ils l'ont prise !» En quelques minutes, la station entière fut en état d'alerte. Le personnel, les clients, les amis, tous commencèrent à fouiller chaque couloir, escalier et sentier menant à la plage. À l'aube, il n'y avait toujours aucune trace de la fillette. Et des minutes, peut-être même des heures cruciales, s'étaient déjà écoulées.
Que s'était-il passé pendant ce laps de temps? Qui aurait pu entrer dans un espace aussi intime, prendre un enfant endormi dans son lit et disparaître sans un bruit? Était-ce un crime d'opportunité ou quelque chose de bien plus prémédité? Les théories allaient t'incler se multiplier pendant des années. Mais cette nuit-là, il n'y avait que confusion, terreur et une certitude glaçante. Madeleine McCann avait disparu. Dès lors, tous les regards se tournèrent vers l'extérieur de cet appartement. Comment les enquêteurs allaient-ils réagir? Et la justice serait-elle un jour rendue? Dès le départ, l'enquête fut entachée d'erreurs. La police portugaise arriva à l'appartement des McCann quelques heures après la disparition de Madeleine. Mais à ce moment-là, la scène était déjà contaminée. Des amis, des membres du personnel de l'hôtel et même des vacanciers étaient entrés et sortis lors des recherches frénétiques. Aucun périmètre n'avait été sécurisé. Aucune empreinte digitale ne fut relevée rapidement. Et peut-être plus grave encore, les autorités frontalières ne furent averties que le lendemain, laissant aux potentiels ravisseurs tout le temps de franchir les frontières sans être repérés. Alors que les médias s'emballaient dans toute l'Europe, la frustration montait. Les McCann, dévastés et désespérés, commencèrent à lancer des appels publics. Ils rencontrèrent le pape, ils créèrent le Madeleine Fund, qui recueillit plus de 2 millions de livres sterling en moins d'un an. Ils engagèrent des détectives privés. Ils multiplièrent les conférences de presse et les apparitions télévisées à travers le monde. Mais pendant que le monde cherchait, l'enquête locale prit un tournant plus sombre. Dans une volte-face choquante, la police portugaise commença à soupçonner Kate et Jerry eux-mêmes. 4 mois après le drame, les autorités avancèrent une nouvelle théorie. Madeleine aurait été accidentellement surdosée avec un sédatif et serait morte dans l'appartement. Ses parents, terrifiés à l'idée de tout perdre, auraient alors dissimulé le corps et mis en scène un faux enlèvement. Cette hypothèse reposait largement sur les résultats de 2 chiens renifleurs britanniques, l'un entraîné à détecter le sang, l'autre l'odeur de décomposition humaine. Les 2 chiens réagirent dans l'appartement des McCann, ainsi que dans la voiture de location utilisée, plusieurs semaines après la disparition. Des échantillons de cheveux et de tissus retrouvés dans le véhicule alimentèrent encore les soupçons. Mais les tests ADN furent jugés non concluants. Les experts médico-légaux affirmèrent que les preuves n'étaient pas suffisantes pour établir une accusation directe. Pourtant, la réputation des McCann avait déjà été irrémédiablement entachée. Entre-temps, d'autres suspects apparurent, puis disparurent. Robert Murat, un homme vivant à proximité, fut désigné à tort comme suspect principal et harcelé par la presse avant d'être blanchi. Il remporta ensuite plusieurs procès en diffamation contre des tabloïds britanniques. Les années passèrent, les pistes se tarirent. Puis, en 2011, le gouvernement britannique lança une nouvelle enquête, l'Opération Grange. Scotland Yard y consacra des millions, épluchant les preuves, les témoignages et les appels à l'aide. Des milliers de déclarations, de relevés téléphoniques, d'indices furent réexaminés. Et en 2020, les enquêteurs allemands firent une annonce fracassante. Ils avaient un nouveau suspect. Christian Bruckner, un pédophile multirécidiviste ayant vécu à Praia da Luz à l'époque, devint le centre de toutes les attentions. Selon les procureurs, Bruckner aurait tenu des propos troublants à propos de faire quelque chose de terrible dans la région, le soir même de la disparition de Madeleine. Des éléments prouvaient sa présence dans les environs. Il était déjà emprisonné pour d'autres délits, mais désormais, tous les regards se tourneraient vers lui. Et pourtant, malgré cette avancée majeure, aucune inculpation formelle ne fut prononcée. Aucun procès n'eut lieu pour Madeleine. Aucune réponse définitive. Pire encore, en 2024, Bruckner fut acquitté dans une autre affaire d'agression sexuelle en Allemagne, tandis que l'enquête sur la disparition de Madeleine restait ouverte. Mais au point mort.
17 ans après sa disparition, l'affaire d'enfant disparu la plus coûteuse de l'histoire britannique demeurait irrésolue. Une fillette s'était volatilisée et la justice, elle, semblait toujours hors d'atteinte. Mais le monde, lui, n'a pas oublié. Et le monde refuse de se taire. Dès que la nouvelle éclata, la disparition de Madeleine McCann dépassa le cadre du drame familial. Elle devint une obsession mondiale. La couverture médiatique fut incessante. Le visage de Madeleine, ses cheveux blonds, ses grands yeux, la marque si particulière dans son iris droit, devint immédiatement reconnaissable aux quatre coins du monde. Son image apparut sur des affiches, des unes de journaux, des panneaux publicitaires dans des dizaines de pays. Pour beaucoup, elle devint le symbole vivant du pire cauchemar de tout parent. Mais cette notoriété attira aussi la colère. Certains saluèrent les McCann pour leur courage, pour avoir refusé de se taire, pour avoir maintenu le visage de leur fille dans l'espace public, pour avoir défié le système. D'autres, au contraire, critiquèrent leur rôle de parents. Les forums en ligne spéculèrent sans relâche, souvent avec cruauté. Le couple fut violemment attaqué, notamment après que la police portugaise les ait désignés comme suspects officiels, les fameux arguidos, sans preuve formelle. Puis vinrent les documentaires, les rumeurs de tabloïds, les théories du complot. Certains les disaient complices. D'autres accusèrent la police de cacher quelque chose d'encore plus terrible. Au plus fort de cette tempête, la famille ne luttait plus seulement pour retrouver leur fille, mais pour préserver leur dignité. Et pourtant, il y eut aussi des lueurs d'espoir. Plus de 60 millions de personnes visitèrent le site Find Madeleine. Le Madeleine Fund récolta des millions de dons venus aussi bien de célébrités que d'inconnus. Des soutiens envoyèrent des lettres, des cadeaux, des prières, espérant un retour sain et sauf. Mais sous la surface, une colère persistait, notamment à propos des fonds publics. En 2017, le gouvernement britannique avait déjà dépensé plus de 19 millions de dollars dans l'enquête. Les critiques fusèrent. Pourquoi autant pour un seul enfant? Et pourquoi pas pour les milliers d'autres disparus dont les noms ne résonnaient pas dans le monde entier? La réponse, peut-être, se trouve ailleurs. Car dans l'histoire de Madeleine, chacun reconnaissait une peur intime, celle d'un enfant arraché à un lieu censé être sûr. Une disparition qui aurait pu arriver à n'importe qui. Et cette peur se transforma en obsession. En Allemagne, la réaction du public à la désignation de Christian Bruckner comme suspect en 2020 fut explosive. L'espoir renaquit. Était-ce enfin lui? Mais lorsqu'il fut acquitté en 2024 pour d'autres accusations, la déception fut immense. Une fois de plus, la justice semblait hors de portée. Et pourtant, Kate McCann continue à acheter des cadeaux d'anniversaire pour sa fille, continue à lui écrire des cartes, continue à garder une place dans son cœur et dans sa maison pour l'enfant qui aurait dû grandir sous ses yeux. Le monde, peut-être, est passé à autre chose. Mais pour beaucoup, surtout ceux qui ont suivi cette affaire depuis le début, le silence reste assourdissant. Car cette histoire ne s'arrête pas là. Une dernière question demeure. Et un dernier message doit encore être entendu. Que feriez-vous si votre enfant disparaissait sans laisser de traces? Si un soir, vous l'aviez bordé tendrement dans son lit, et qu'en revenant, sa voix avait disparu, son corps s'était volatilisé, son avenir avait été volé, ne laissant derrière lui qu'un jouet, un souvenir, et une question qui vous empêcherait de dormir pour le reste de votre vie. Madeleine McCann n'avait que 3 ans. Elle n'avait jamais traversé une rue toute seule. Elle ne savait pas nouer ses lacets. Elle ne comprenait pas la peur comme nous, les adultes. Mais quelqu'un, lui, comprenait. Quelqu'un l'a vue, l'a prise et, depuis 17 ans, garde cette vérité enfouie dans le silence. Peu importe les théories, peu importe les erreurs de la police, les tempêtes médiatiques, les accusations sans fondement, un fait demeure, une petite fille a disparu. Et personne n'a été tenu pour responsable. Si Madeleine est encore en vie aujourd'hui, elle aurait 21 ans. Une jeune femme,
peut être ignorante de son passé ou marquée de blessures invisibles. Si elle ne l'est pas, alors elle mérite la paix et sa famille mérite des réponses. Cette histoire ne parle pas que d'un enfant disparu. Elle parle de chaque enfant qui s'évanouit dans l'indifférence, de chaque parent qui reste sans réponse, de chaque défaillance d'un système censé protéger les innocents. Alors, que pouvons-nous faire? Nous pouvons refuser d'oublier, exiger de meilleures enquêtes, des alertes plus rapides, des protections plus solides. Nous pouvons raconter son histoire, non pas pour faire du bruit, mais pour se souvenir. Et ce faisant, nous laissons la lumière allumée pour tous ceux qui sont encore perdus dans l'obscurité. Car quelque part, quelqu'un sait ce qui s'est passé, et tant que cette vérité ne sera pas révélée, nous continuerons de demander, encore et encore, où est Madeleine McCann? Cannes.